ça ne nécessite pas de faire des calculs de dimensionnement particulière. Donc, en principe, il n'y a absolument rien à faire. Ok, donc c'est pour ça que dans ce cours-là, je ne vais pas présenter les solutions individuelles. Vous prenez n'importe quel bouquin ou là sur Internet, vous allez trouver des solutions déjà. Bien. On va se focaliser sur la production collective d'eau chaude sanitaire. D'accord? La production, donc, quand vous avez analysé ce rythme de puisage, vous avez ensuite la possibilité de voir, par exemple, à quel moment vous allez avoir des périodes de pointe, c'est-à-dire des périodes où l'on utilise beaucoup l'eau chaude. OK? Et dans ces périodes de pointe, vous allez observer des pics de consommation, c'est-à-dire à un moment donné, avec la période de pointe, vous allez avoir à un moment donné, pendant quelques minutes ou là pendant quelques dizaines de minutes, des moments d'utilisation maximum de l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle les pics. Et les pics, elles vont arriver pendant les périodes de pointe. D'accord? Donc vous avez des périodes de pointe, c'est-à-dire des périodes où l'on utilise beaucoup l'eau chaude, et vous allez avoir à un moment donné un pic. Ok? Donc c'est ça c'est-à-dire que le dimensionnement se fera par rapport à ces périodes de pointe et par rapport à ces pics. Bien. Si je vous pose la question, par exemple, la consommation d'eau chaude, quand est-ce que vous allez avoir un pic dans le cadre du logement? Par exemple, chez vous, quand est-ce que vous pensez que dans un logement, quand est-ce qu'il y aura une consommation maximum d'eau chaude? Si je vous pose la question, d'après vous, quand est-ce que d'après vous, vous allez avoir une consommation importante de l'eau chaude? Le matin. Pardon? Je ne vous ai pas bien entendu. Le matin. Oui, ça peut être le matin, effectivement. En général, on prend une douche ou là, on va se là, le matin, ou bien vous pouvez avoir une autre période de pointe. Ça, par exemple, le matin, je ne sais pas moi, entre 6 heures et 7 heures du matin, vous allez avoir une période de pointe dans le cadre du logement. Vous pouvez avoir une deuxième période de pointe pour les mêmes logements. Ben ça peut être aussi en fin d'après-midi, c'est-à-dire au moment où les gens rentrent chez eux du travail. Peut-être qu'il y aura une consommation importante d'eau chaude pour se doucher ou là pour se faire ses ablutions, peu importe. Donc, de toute façon, vous pouvez avoir, par exemple, dans le cadre du logement, vous pouvez avoir une période de pointe le matin, vous pouvez avoir une période de pointe l'après-midi. Vous pouvez aussi avoir une période de pointe le week-end, au moment où on va laver les enfants, on va prendre des bains. Donc vous pouvez avoir une période de pointe, je ne sais pas, le vendredi entre 9 heures et 11 heures, par exemple. Donc, si je prends le cas du logement, vous pouvez avoir des périodes de pointe, et pendant ces périodes de pointe, vous pouvez avoir un maximum d'utilisation, c'est-à-dire un pic de consommation de l'eau chaude. D'accord? Et les systèmes de production d'eau chaude, surtout centralisés, on doit les dimensionner par rapport à ces pics. Donc il faut bien observer comment les gens consomment l'eau chaude. Si je prends le cas d'un hôtel, par exemple, l'hôtel, bon, c'est à peu près comme le logement. Probablement, les gens qui sont dans un hôtel vont, avant d'aller sortir de l'hôtel, peut-être prendre une douche. Donc, ça sera un pic de consommation avec le matin de bonne heure. Et puis, vous pouvez aussi avoir un pic de consommation
en fin d'après-midi. Si je prends un hôpital, probablement ça va être différent. Le pic de consommation va être différent. En principe, en général, dans un hôpital, le pic de consommation se fait la matinée entre 10 heures, entre 9 heures et 11 heures. C'est à ce moment-là que on s'occupe des malades, on essaie de les laver, etc., de nettoyer. Donc, vous avez en principe un pic de consommation la matinée. Donc, selon le type d'établissement, vous allez avoir un pic de consommation qui va arriver à des heures différentes et vous pouvez avoir, comme je l'ai signalé, plusieurs pics de consommation pour, par exemple, un logement ou là, un hôtel, vous pouvez avoir deux pics de consommation. Et donc, vous allez avoir deux périodes de pointe. Maintenant, la période de pointe, elle peut durer 1 heure, elle peut durer 2 heures. Bon, en général, une période de pointe, elle ne va pas durer plus de 3 heures. Hein. Donc, en général, une période de pointe, elle va durer en général entre 1 et 2 heures. Et dans ces 2 heures-là, vous allez avoir un pic de consommation. Bien. Alors, les systèmes de production, vous en avez 4 types qui sont adaptés à ces différents modes de consommation. Vous avez un système qui est dit instantané, un système de production d'eau chaude instantané. Instantané, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire de l'eau chaude, mais on n'a aucune réserve d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'utilise pas un ballon de stockage. C'est-à-dire l'eau froide, elle va tout de suite être réchauffée et ensuite distribuée. C'est ce qu'on appelle un système de production instantané. Un chauffe-eau, un chauffe-bain, très souvent qu'on a à la maison, c'est un système instantané. Dès que vous ouvrez le robinet, l'eau chaude, elle est réchauffée dans le chauffe-eau ou dans le chauffe-bain grâce à un brûleur à travers un serpentin qui sert d'échangeur. Donc, vous avez une production instantanée. Il n'y a pas de stockage de l'eau chaude. Donc, l'eau chaude, elle n'est produite qu'au moment du puisage. C'est au moment où je puise l'eau chaude, elle est produite. Alors, bien sûr, la puissance du système doit être suffisante pour absorber les débits de pointe. OK? Il faut avoir une puissance qui soit adaptée au débit de pointe, c'est-à-dire pour pouvoir avoir de l'eau chaude pour tout le monde. Bien. Ensuite, vous avez un deuxième type de production d'eau chaude. Donc, si vous regardez le fichier, donc je vous ai donné le cours, hein, donc dans le fichier CADM1EHCP numéro 4, vous pouvez suivre avec moi. Donc, vous avez la production, ce qu'on appelle la production semi-instantanée. Alors, la production semi-instantanée, vous avez un stockage, vous avez la présence d'un ballon. Donc, vous allez utiliser un ballon. Alors, donc, la production semi-instantanée. Donc, vous allez, enfin, le système de production, il se comporte comme un système instantané en dehors des pics. C'est-à-dire, même pendant la période de pointe, normalement, on ne va pas utiliser le ballon. Mais le ballon, il est prévu pour prendre en charge les consommations maximales, c'est-à-dire au moment des pics. Donc, la production semi-instantanée, elle permet d'amortir la puissance thermique, notamment au moment des pics pendant les périodes de pointe. OK? Ces pics, en général, ils vont durer quelques minutes. Voilà, ça ne dépasse pas les 10 minutes, un quart d'heure. C'est pour prendre en charge, le ballon, il est placé pour prendre en charge les pics pendant les périodes de pointe. Et puis le ballon, il va se reconstituer, c'est-à-dire après cette consommation de pointe. Donc voilà le principe.
Donc, en instantané, il n'y a pas de ballon. Donc, il faut qu'il y ait une production pour prendre en charge les pics. En semi-instantané, on prévoit un ballon pour prendre en charge les pics pendant les périodes de pointe. Vous avez ensuite deux autres systèmes. Vous avez ce qu'on appelle en semi-accumulation. Alors, la semi-accumulation, on va prévoir un volume de stockage assez important et ce volume de stockage, il va permettre de couvrir les besoins sur une période de pointe de quelques heures. C'est comme tout à l'heure, on avait vu par exemple le logement, vous avez une période de pointe le matin qui va durer entre 6 heures du matin et 8 heures du matin, et vous avez une période de pointe qui va durer de 18 heures, 19 heures jusqu'à 20 heures ou la 21 heures. Donc vous avez deux périodes de pointe. Avec le volume, il va être calculé pour prendre en charge la consommation à la période de pointe du matin, ou là, la période de pointe de l'après-midi, on va prendre le maximum à la période de pointe. Donc si la période de pointe du matin, elle demande une consommation de 1800 litres, par exemple, d'eau chaude, donc on va dimensionner le ballon de stockage pour prendre 1800 litres pour le matin. Et ensuite, le ballon, il va se réchauffer entre les deux périodes de pointe. Donc, il faut qu'il puisse se réchauffer. Disons que le semi-accumulation, c'est pratiquement celui qui est le plus utilisé dans le domaine. D'accord? On utilise beaucoup le système instantané dans les maisons, c'est-à-dire quand vous avez une production individuelle, et lorsque vous avez une production collective, très souvent, on utilise le système en semi-accumulation. Donc, dans le système accumulation, on ne parle pas de pic, hein, on parle de période de pointe. En semi-instantané, on parle de pic, c'est-à-dire le ballon, c'est pour le pic pendant la période de pointe, et en semi-accumulation, le ballon, c'est pour prendre en charge la période de pointe. Et puis, vous avez le dernier système, c'est ce qu'on appelle en accumulation, totale, c'est-à-dire qu'on va voir à peu près combien on consomme d'eau chaude pendant la journée, et on va mettre en place un ballon qui va couvrir les besoins de toute la journée. Et ensuite, le ballon, il va se réchauffer pendant la nuit. En général, c'est ce qu'on utilise. Par exemple, si vous avez besoin euh, dans un hôpital, par exemple, de 5000 litres pour la journée, vous allez mettre des ballons de 5000 litres d'eau chaude. Ils vont fonctionner de 8 heures ou de 7 heures du matin jusqu'à 10 heures ou 11 heures du soir. Et à partir de 11 heures du soir, vous allez réchauffer le ballon pour retrouver de l'eau chaude le matin. Donc, le stockage, il est égal aux besoins journaliers d'eau chaude et la puissance correspond à une puissance de réchauffage sur une longue période et le réchauffage, pour reconstituer le stockage, il se fait de préférence la nuit lorsque le puisage est faible. C'est-à-dire lorsqu'on n'utilise pas beaucoup l'eau chaude, à ce moment-là, on va mettre en place le réchauffage. Bien. Donc vous avez donc quatre manières de réfléchir pour mettre en place un système de production d'eau chaude, soit un système instantané, donc là vous n'avez pas besoin de stockage, donc de ballon, soit un système semi-instantané, et là vous prévoyez un stockage, c'est-à-dire un ballon pour les pics au moment des périodes de pointe, soit vous allez vers un système en semi-accumulation, vous allez prévoir un ballon pour la période de pointe, et vous pouvez aller vers un système en accumulation totale, où là, le stockage, il est égal aux besoins journaliers. Bien. Donc, voilà les différents modes de quand on réfléchit, quand on conçoit un système en production d'eau chaude sanitaire. Bien. Alors, en production instantanée.
Alors, on va essayer de voir un petit peu dans les détails les différents types de systèmes. En production instantanée, donc on l'a dit, il ne dispose d'aucune réserve d'eau chaude sanitaire. La puissance, elle doit être suffisante pour absorber les débits de pointe. C'est-à-dire que toute l'eau, elle est réchauffée au moment où elle est prise. OK? Toute l'eau, elle est réchauffée au moment où je l'utilise. Donc ça conduit à avoir une puissance de production et d'échange, un système quand même avec une puissance importante, un système de production de chaleur important, parce qu'il faut produire de l'eau chaude en un temps très court. Comme vous savez, la puissance, c'est quoi? Si vous vous rappelez des cours de physique, une puissance, c'est égal à une énergie divisée par le temps. OK? C'est une quantité d'énergie divisée par le temps. La puissance est égale à E sur T. Donc, si vous voulez utiliser de l'eau chaude et la produire tout de suite, c'est-à-dire en un temps très court, en quelques secondes, avoir de l'eau chaude, donc automatiquement, T, il est très petit, donc la puissance, elle est importante. D'accord? La puissance, c'est E sur T. T étant petit, donc la puissance va être importante. Donc, une production instantanée, ce qu'il faut retenir, c'est que ça conduit à avoir une puissance pour la production de la chaleur importante. Alors, en général, si vous regardez la figure 1.1 que je vous ai donnée, vous avez en général, donc vous avez de l'eau froide qui va arriver au niveau d'un échangeur. Cette eau froide va être réchauffée au niveau de l'échangeur et elle va ressortir par l'échangeur pour aller être distribuée. Alors l'échangeur, il peut être soit connecté à une chaudière, comme je l'ai montré dans la figure 1.1, vous avez ce qu'on appelle un circuit primaire. Le circuit primaire, il va alimenter l'échangeur avec de l'eau chaude qui vient d'une chaudière, par exemple. Et puis bon, vous utilisez des 23 voies pour faire la régulation. Vous avez des sondes aussi pour contrôler la température, etc. Donc en général, le circuit primaire, il est relié à une chaudière. Et vous avez le circuit secondaire, lui, il va vers la sortie du réseau de distribution d'eau chaude pour desservir les différents points de puisage. D'accord? Donc voilà le principe. Bon, l'échangeur, soit il peut être relié à une chaudière, comme vous pouvez avoir, l'échangeur, c'est un simple serpentin avec une flamme. D'accord? Ça, c'est le système instantané que vous avez à la maison, qui est un chauffe-eau et un chauffe-bain. Le principe, il est le même. Là, soit vous avez un échangeur, c'est un serpentin, soit vous avez, quand vous avez un serpentin, vous avez un échange. La flamme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chauffer l'air et l'air va réchauffer le serpentin, donc vous allez réchauffer le fluide, c'est-à-dire l'eau. D'accord? C'est un échangeur air-eau. Quand vous utilisez une chaudière, vous allez mettre un échangeur externe, là vous allez avoir un échangeur eau-eau, c'est-à-dire un échangeur entre deux liquides. Bien. Alors, les avantages et les inconvénients du système. Bon, pour le système instantané, c'est un système qui est simple à dimensionner et simple à installer. Il s'adapte tout de suite aux besoins. Et vous avez aussi un autre avantage intéressant. Comme vous n'avez pas de stockage, vous n'avez pas de développement de bactéries au niveau de la production. D'accord? Vous n'avez pas de bactéries, c'est-à-dire vous n'avez pas de microbes au niveau de la production. Donc, ce système instantané, il est très recommandé au niveau des hôpitaux, par exemple. Parce que, justement, vous n'avez pas
vous avez très peu de chances de développer des bactéries puisqu'il n'y a pas de stockage d'eau chaude. D'accord? Donc, c'est un système qui est très avantageux, très intéressant pour les systèmes hospitaliers. Et lorsque vous avez peur d'avoir des développements de bactéries. Alors, dans un hôpital, comme vous savez, il y a des gens qui sont malades. Ce serait dommage de leur rajouter des bactéries qui viennent du système de production d'eau chaude. L'inconvénient, c'est qu'il nécessite un circuit primaire permanent, donc il faut avoir ce circuit primaire, et surtout, vous avez comme inconvénient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un appel de puissance important. D'accord? Donc, qui peut demander de programmer une priorité. Alors, j'ai mis dans le cours arrêt de chauffage durant les demandes d'eau chaude, parce que vous pouvez avoir des systèmes. L'échangeur, il peut fournir aussi bien le système de chauffage que le système d'eau chaude. Alors, quand on demande l'eau chaude, très souvent, le système de chauffage, il s'arrête pendant les quelques minutes où on utilise l'eau chaude. Donc, vous avez des chaudières qui font une priorisation. Donc, là aussi, ça peut être un inconvénient. Et puis, vous n'avez bien sûr aucun stock d'eau chaude, c'est-à-dire si vous avez une panne quelque part au niveau du circuit primaire, eh bien, il n'y a plus d'eau chaude. Vous n'avez pas un stockage d'eau chaude. Donc, voilà les avantages et les inconvénients. Donc, ce qu'il faut retenir comme principal avantage, c'est que il est simple à utiliser, simple à dimensionner, il ne développe pas de bactéries. Le principal inconvénient, c'est que il demande une puissance importante et il n'y a pas de stock en cas de panne. Bien. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? C'est bon, je vous entends pas? C'est bon. Bien. On passe au deuxième système, le système en semi-instantané ou en semi-accumulation. Donc, le principe de fonctionnement est le même. Hein. C'est juste, c'est le dimensionnement qui change. Hein. Donc, le système, c'est le même. Donc, vous avez un échangeur, vous avez un circuit primaire et vous avez un circuit secondaire. Donc, comme tout à l'heure, vous avez un circuit primaire qui va vers un échangeur et vous avez également, donc vous avez un ballon et ce ballon-là va servir à prendre en charge soit la période de pointe, soit il va prendre en charge les pics pendant la période de pointe. Ça dépend comment vous le dimensionnez. Si vous le dimensionnez par rapport au pic, c'est un système en semi-instantané. Et sinon, dans le cas contraire, ça veut dire que vous êtes en semi-accumulation. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, vous avez un ballon qui est réchauffé, qui va lui aussi envoyer de l'eau chaude en même temps que à partir de l'échangeur. Donc, vous avez donc ce système-là. Alors, l'échangeur, il est relié à un ballon tampon. Le circuit primaire, lui aussi, il est relié à une chaudière. Il sert à alimenter l'échangeur de chaleur. Et puis, vous avez un circuit secondaire qui est couplé au ballon et il est associé à une pompe. Et vous allez vers la distribution de l'eau chaude sanitaire. Donc, voilà pour le principe. Alors, lors des périodes de consommation de pointe, l'eau chaude, elle est soutirée, elle provient à la fois du ballon et de l'échangeur à pointe. Alors, les avantages, ça, donc, c'est ce que j'ai mis dans la figure 1.2. Vous avez aussi la figure que j'ai appelée 1.4, qui vous donne aussi le schéma de principe
d'un préparateur en semi-instantané ou en semi-accumulation, cette fois-ci avec l'échangeur intégré. Donc, soit vous avez un échangeur externe, ce qu'on a en général, c'est un échangeur à plaque, soit vous avez un échangeur intégré. En général, l'échangeur intégré, c'est un serpentin. C'est un serpentin en cuivre en général. Donc, soit vous avez un ballon qui est muni d'un serpentin, donc vous avez de l'eau chaude qui est réchauffée par la chaudière, qui passe par le serpentin, et cette eau chaude va réchauffer l'eau qui est dans le ballon. Et ensuite, vous allez avoir une distribution de l'eau chaude vers le réseau de distribution. Disons, quand vous avez l'utilisation d'un serpentin, on va dire que c'est plutôt un système plutôt en semi-accumulation. Hein. C'est plus un système en semi-accumulation. Bon, alors, les avantages, c'est que comme vous travaillez sur plusieurs heures, donc la puissance pour la production d'eau chaude, elle est réduite par rapport au système instantané. Bon, en général, vous avez des systèmes standards fournis par les fabricants. Vous pouvez donc prendre en charge tous les cas de figure. Les inconvénients, c'est que vous allez bien sûr mettre des ballons en plus par rapport au système instantané. Le système instantané, il n'y a pas de ballon. Vous allez être obligé de d'augmenter le nombre de pompes, c'est-à-dire vous allez utiliser des pompes, et vous allez c'est-à-dire vous allez avoir des pertes de charge au niveau des échangeurs, et ces pertes de charge sont très souvent importantes, donc il faut en tenir compte dans les calculs. Donc voilà un petit peu donc le principal avantage, c'est que vous allez avoir une baisse pour la puissance de la production d'eau chaude, c'est-à-dire vous allez gagner au niveau de l'échangeur, vous allez gagner en termes de puissance. Mais vous allez perdre, vous allez rajouter des ballons, vous allez rajouter des pompes. Donc c'est un système un peu plus compliqué, mais en général, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est le système en semi-accumulation. Et vous avez le dernier système, c'est ce qu'on appelle la production en accumulation totale. C'est ce que j'ai mis dans la figure 1.5. Donc, en général, ce sont des systèmes électriques. Donc, vous avez un stockage qui est égal à la consommation journalière. Donc, vous allez mettre en place des ballons. Et la puissance, elle correspond à la puissance de réchauffage en 6 ou 8 heures. C'est-à-dire que vous allez réchauffer l'eau pendant la nuit, parce que pendant la journée, vous allez utiliser l'eau chaude. Donc, d'accord, vous allez utiliser l'eau chaude. Donc, le ballon, il va se vider. Mais l'eau, elle n'est pas réchauffée à ce moment-là. Donc, pendant que vous utilisez l'eau chaude, l'eau qui est dans le ballon ne va pas se réchauffer. Donc, quand vous utilisez l'eau chaude, donc l'eau chaude que vous utilisez, elle va être remplacée par de l'eau froide qui vient du réseau. Donc, petit à petit, l'eau qui est dans le ballon, sa température, elle va baisser petit à petit pendant la journée. Donc, en général, au début de la journée, vous allez utiliser l'eau chaude, elle va être à la bonne température, mais si vous l'utilisez vers 4 heures de l'après-midi, une partie de l'eau chaude est partie, et elle a été remplacée par de l'eau froide, vous risquez d'avoir de l'eau un peu tiède. Donc, au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir la température du ballon qui va baisser. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer la nuit vers 11 heures, vers 11 heures en général, on réchauffe l'eau qui est dans le ballon, ça prend entre 6 et 8 heures, c'est-à-dire on réchauffe entre 11 heures et 5 heures du matin, par exemple. Et donc, la puissance de réchauffage, elle va être faible puisque vous allez sur 8 heures. C'est pas comme pour l'instantané où vous devez réchauffer sur quelques secondes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la puissance est une énergie divisée par le temps. Donc là, le temps, il est important, il est entre 6 et 8 heures.
Et donc, automatiquement, la puissance va être plus faible que pour un système en instantané. Donc, parmi les avantages, la production, le volume de stockage, il permet de satisfaire tous les besoins de la journée. Donc, même s'il y a une panne électrique ou là, vous avez votre ballon qui est fait le masroul, la puissance à mettre en œuvre, elle est faible et la maintenance, elle est simplifiée et le coût d'installation, il est en général réduit. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'échangeurs, en général, ce sont des ballons munis d'une résistance électrique. Et l'inconvénient, c'est que le volume de stockage, il peut être très important. Donc, il faut avoir de la place pour placer les accumulateurs, les ballons d'eau chaude. Le deuxième inconvénient, c'est que pendant la période de réchauffage, on n'aura pas la possibilité d'utiliser l'eau chaude. Et ensuite, troisième inconvénient, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez avoir une baisse progressive de la température pendant la journée. C'est-à-dire pendant la journée, au fur et à mesure des soutirages, l'eau froide remplace l'eau chaude dans le stockage. Donc, vous avez des risques liés au développement de bactéries. Parce que les bactéries, elles aiment l'eau tiède. D'accord? Les microbes, ils aiment l'eau tiède entre 25, 30, 35 degrés. Donc, vous pouvez avoir un développement de bactéries pendant les périodes, au moment où la température baisse. Donc, voilà un petit peu les différents types de systèmes que l'on utilise dans la pratique pour la production d'eau chaude. Donc, si on doit faire un petit rappel, donc vous avez un système instantané. Le système instantané, on n'a pas besoin de ballon, on produit de la chaleur tout de suite. Donc, c'est un système qui doit avoir une puissance importante. OK? Un système en semi-accumulation ou la semi-instantanée, on prévoit un ballon qui est dimensionné par rapport à la période de pointe ou là qui est dimensionné par rapport au pic de consommation. Bon, c'est un système intéressant. Et vous avez un système en accumulation totale où là, on n'a que des ballons, très souvent d'origine avec fonctionnement électrique, et on calcule la consommation journalière. Bien. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce premier chapitre. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Bien. Donc, je vous conseille de relire le cours Blaql et même sur Internet, vous allez trouver des cours là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ce sont des choses connues. Bien. Alors, on va passer au chapitre 2, où je vous ai donné comment on calcule la consommation d'eau chaude. Donc, ça ressemble à ce que je vous avais donné par rapport à. On avait fait le semestre passé pour dimensionner les bâches à eau. On avait vu comment calculer les consommations d'eau froide. Là, vous avez le même principe. Vous avez des tableaux qui vous donnent comment calculer la consommation d'eau chaude. Alors, les tableaux, ils sont calculés pour des besoins journaliers en litres par jour à 60 degrés. C'est-à-dire qu'on vous donne les besoins calculés pour une température donnée, c'est-à-dire à 60 degrés. OK? Donc, vous avez le premier tableau, le tableau de 1, c'est pour les logements. OK? Vous avez un tableau de 2, kiff kiff, c'est utilisé pour les logements. Par exemple, pour le tableau de 1, si vous avez évier plus lavabo, plus baignoire, plus douche, vous regardez en fonction du nombre de personnes. Et puis, vous avez à peu près les besoins journaliers en litres par jour à 60 degrés.
Donc, toujours, c'est par rapport à 60 degrés. Bien. Vous avez le tableau 2-3 qui vous donne les besoins journaliers pour l'usage collectif. Donc, j'ai donné ce qu'on donne pour les hôtels, les foyers, les hôpitaux, les cliniques, écoles, etc. Et puis, vous avez un tableau 2-4 qui, lui, est plus spécifique pour les besoins en milieu hospitalier. D'accord? C'est pour les besoins, le tableau 2-4, c'est pour les hôpitaux. Et vous avez le tableau 2-5 qui est utilisé essentiellement pour les cuisines centrales, les cantines, etc. D'accord? Donc voilà un petit peu, bon, on utilise des tableaux et on essaye d'estimer la consommation d'eau chaude. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ces valeurs, elles sont issues de la littérature étrangère. Bon, on peut admettre que ça peut s'adapter pour l'Algérie, mais bon, il faut savoir que ce ne sont pas des valeurs tirées de statistiques nationales. Ce sont des valeurs qui sont tirées de documents étrangers. Bien, je vous ai donné un exemple, cas d'un immeuble, on avait fait ça le semestre passé, pour l'immeuble, on avait vu comment calculer sa consommation d'eau froide. Donc, faites la même chose. Donc, j'ai donné cet exemple, cas d'un immeuble, soit un immeuble qui comporte 12 logements de 4 pièces, évier plus lavabo plus baignoire et 4 personnes, et 4 logements de 5 pièces. Et je vous demande de calculer la consommation en eau chaude journalière de cet immeuble. Allez-y, essayez de le faire. 2-2 et le tableau 2-1. On va commencer par l'utilisation du tableau 2-2. Allez-y. Utilisez d'abord le tableau 2-2. Trouvez. Pour 450 et 5 pièces, 200. Alors, vous avez 12 logements de 4 pièces. Donc, je le 4 pièces. Si vous prenez le tableau, 150. Donc, ça vous fait 150 fois 12. Et vous avez 4 logements de 5 pièces. 260. Donc, en tout, ça fait combien pour l'immeuble? « 2800. » Moi, je trouve 2600, non? Une petite erreur de 4. Fois 12 plus 200 Fois 4. Il y a une petite erreur de 4. 150 fois 12 plus 200 fois 4. Oui. Donc, ça vous fait 2600 litres à 60 degrés. Donc, si vous voulez alimenter tout l'immeuble avec un système centralisé, il vous faut 2600 litres à 60 degrés. Donc, par exemple, si vous choisissez un système en accumulation totale, d'accord? Si vous voulez, par exemple, en accumulation totale, c'est-à-dire il faut prévoir des ballons, par exemple, 3 ballons à 1000 litres. 3 ballons à 1000 litres et réchauffer les ballons à 60 degrés. D'accord? Si vous voulez faire qu'un système en accumulation totale. Maintenant, si vous voulez faire un système en semi-accumulation, si vous pensez, c'est-à-dire on va voir avec l'exercice, si vous pensez que vous avez une première pointe le matin, c'est-à-dire que la première pointe, elle va utiliser 50% de la consommation totale. Par exemple, elle va consommer 1300 litres.
Et puis l'après-midi, vous allez avoir une deuxième pointe. Et la deuxième pointe, elle va consommer 1300 litres, la moitié. Seulement, vous avez deux pointes. On va consommer la moitié et l'autre, on va consommer la moitié. Donc là, on va mettre en place un ballon. On va utiliser un ballon à 1500 litres. Avec le ballon à 1500 litres, il faut qu'il puisse se réchauffer entre les deux périodes de pointe. Donc, si vous avez une période de pointe entre 6 heures et 8 heures du matin, donc on va dire que mais il faut regarder les statistiques, il faut voir comment les gens consomment. Si vous avez la moitié qui consomme le matin et la moitié qui consomme l'après-midi, donc vous allez dimensionner un ballon à 1300 litres le matin et la même chose pour l'après-midi. Et entre les deux pointes, par exemple, si vous avez une pointe entre 6 heures et 8 heures et vous avez une autre pointe entre 18 heures et 20 heures, donc il faut qu'entre 8 heures et 18 heures, le ballon il puisse se réchauffer. D'accord? Donc, pour l'instant, on a calculé la consommation, c'est 2600 litres à 60 degrés. Faites maintenant le même exercice en utilisant les valeurs du tableau 2.1. Allez-y. Oui, 132 fois 12 plus 4 fois 240. Voilà, 4 fois 248, oui. 2576. Voilà, 2576 litres à 60 degrés. Bon, on trouve presque la même chose. Vous avez les deux méthodes sont correctes. Donc vous allez donc on trouve à peu près donc 2600 litres à 60 degrés. Donc soit en accumulation totale, donc ça sera 3000 litres, on va prendre à peu près 3000 litres d'eau chaude. Soit on va travailler en semi-accumulation, donc ça sera un ballon de peut-être de 1500 litres, il devrait suffire. Bien. Prenez maintenant le deuxième exercice. Je vous ai donné le cas d'un bâtiment hospitalier qui comporte au rez-de-chaussée un service de 10 cabinets de consultation, un service de soins de jour avec 20 lits. Donc, dans le soin de jour, les malades, ils repartent. Hein. Donc, il n'y a pas d'hébergement. Et puis, vous avez 3 étages d'hospitalisation de 28 lits par niveau. Et on vous demande de calculer la consommation en eau journalière de ce bâtiment. On a déjà fait cet exercice pour l'eau froide. Refaites la même chose, mais il faut changer juste les valeurs de l'eau chaude. Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va commencer. Bon, il y a les consultations, les soins de jour, l'hébergement, les visiteurs et le personnel. Qu'est-ce que dit le tableau 2.4?
Visiteurs et consultations, 3 litres par jour et par personne. Et on vous dit, on compte un visiteur par lit et 8 personnes par consultation. Donc, pour les consultations, on va prendre 8 personnes par consultation. Et on a 10 cabinets de consultation. Donc, ça va faire combien pour les consultations? Monsieur. Comment? 240. Voilà, 240. Donc, on fait 10. Il y a 10 cabinets de consultation. Et on a 8 personnes par consultation. Donc, ça fait 80 personnes. Fois 3 litres. Donc, on a 240 litres par jour. Ça, c'est pour les consultations. On va prendre maintenant pour les soins de jour. Les soins de jour. Donc, on a un service de soins de jour avec 20 lits. Donc, les malades qui viennent pour la journée, se soigner pour la journée, combien on va prendre? Dans le tableau de 2,4. Que 25 litres Voilà, 25 litres par jour. par jour, oui. Et c'est 25 litres par jour et par lit. Là, on a 20 lits. 500, monsieur. Donc, ça va faire 20 fois 25, c'est-à-dire 500 litres par jour. Ça, c'est pour les soins de jour. C'est-à-dire il faut réserver à peu près ça pour les malades qui viennent se faire soigner pendant la journée. D'accord? Donc, on a 20 lits, donc à peu près 500 litres d'eau chaude qui peuvent être utilisés pour ces malades. On va prendre maintenant l'hébergement, c'est-à-dire les malades qui sont hospitalisés au niveau des étages. Donc, on a 3 étages et dans chaque étage, il y a 28 lits. Donc, il faut voir au niveau du tableau 2,4. Qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur? 90. 90. Donc, on va faire 3 fois 28 fois 90. 7560. 60. Donc, 7560 litres par jour. Donc, il faut prévoir 7500 litres à peu près d'eau chaude pour l'hébergement. Bon. On peut rajouter les visiteurs et le personnel. Bon, encore que personnellement, les visiteurs, je ne sais pas s'ils vont utiliser l'eau chaude, hein, ça m'étonnerait. Bon, le personnel, oui. Le personnel, mais allez, je disais donc les visiteurs, on va mettre les visiteurs et le personnel. Alors, pour les visiteurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Visiteurs et consultation, on compte un visiteur par lit. Donc, il faut
Pour chaque lit, vous allez avoir un visiteur. Donc, il faut compter le nombre de lits et multiplier par 3 litres. Donc, on a 3 fois 28, c'est Alfou, plus les 20 litres à tête pour les visiteurs, et le tout multiplié par 3 litres. Combien vous avez trouvé pour les visiteurs? 312, monsieur. Voilà, 312 litres par jour. Donc, c'est 3 fois 28, plus 20, le tout multiplié par 3 litres. Bon, ça, c'est les visiteurs. Ensuite, le personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit comme remarque? Le personnel, on dit on vous compte un personnel pour 3 lits. Et on vous dit c'est 10 litres par jour et par personne. Donc, vous comptez le nombre de lits, vous divisez par 3 et le tout, vous le multipliez par 10 pour avoir à peu près ce que va consommer le personnel en eau chaude. Allez-y. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter ton travail? je répète, litres par jour. D'accord?
Pour le bâtiment hospitalier. Oui, 1959. شحال 8000, c'est ça? Oui, 1959. Voilà. Donc, pour le bâtiment hospitalier, donc vous avez à peu près besoin de pratiquement 9000 litres d'eau chaude à 60 degrés par jour. Donc, si vous travaillez en accumulation totale, il faut stocker 9000 litres d'eau. D'accord? Bien. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Bien. Si c'est bon, on va passer au DTR. On va passer au DTR. Et on va terminer. On avait commencé un exercice la dernière fois. S'il vous plaît, vous le ressortez. On va le terminer et on va lancer un autre exercice. Donc, c'était un local qui était situé à Sétif, au centre-ville, et on devait calculer les apports solaires à travers la baie vitrée au mois de juillet, à 10h et à 16h, dans 3 cas. Vitrage nu, vitrage avec store posé à l'intérieur et vitrage avec store posé à l'extérieur. On avait fait pratiquement tous les calculs. Bien. Il restait, je crois, le calcul à 16h. Vous l'avez fait, normalement, on avait commencé déjà. Alors, vous le terminez, s'il vous plaît. Donc, le calcul à 16h. Pour le vitrage